On va vous parler avec Virginie de ce premier thème. Virginie a demandé 7 minutes, donc peut-être elle les aura. Je fais juste remarquer au passage que Isabelle savait s'habiller pour le terrain. Et tac, j'ai juste cité un peu mes sources, donc, parce que je ne fais plus aucune confiance à ma mémoire. Donc j'ai regardé la thèse d'ingénieur d'Isabelle que Pierre-Henri m'a prêtée, donc elle est là si quelqu'un veut la regarder. Le document qu'elle avait fait pour le concours CR1 à l'INRA, le document qu'elle avait fait pour le concours DR2 à l'INRA, concours PR, une conversation avec Yvain Dubois, dont l'importance deviendra évidente par la suite. Des mails d'Isabelle que j'ai gardés depuis 1994, il n'y avait pas beaucoup de mails avant. Une discussion avec Sarah qui m'a dit qu'elle parlera de son expérience plus tard, donc j'en parlerai pas. Et j'ai demandé à Mike Singer s'il voulait me dire des choses. En fait, il m'a dit, écoute, la semaine prochaine, j'ai une opération au cœur ouvert. Et puis, de toute façon, je compte bien aller en parler. J'ai été invité pour en parler au Petit Pois d'Héridée. Donc, malgré le fait qu'il soit très taiseux, je pense qu'il vous dira suffisamment de choses au Petit Pois d'Héridée. Mais juste pour vous dire qu'en fait, je ne vais pas parler de son point de vue parce qu'il ne m'a rien dit. Et je trouve que c'est une bonne raison. Donc, pardon, c'est dans l'autre sens. Donc, Pierre-Henri a déjà parlé. Donc, la première expérience d'Isabelle avec les chardons, comme Pierre-Henri l'a dit, a été pendant sa thèse. Ça, c'est le sujet que Tony Wobscher lui a proposé. Et je vais faire quelques remarques là-dessus. Bon, évidemment, biologie des populations de 2 espèces de Carduus. C'est assez vague et c'est relativement différent des paradigmes actuels pour faire de la science. Je suis sûr que vous avez tous eu des commentaires sur InLiner que vous avez soumis, disant que les hypothèses ne sont pas assez claires, on ne voit pas très bien comment ça va être testé, etc. Bon, à l'époque, on ne faisait pas de la science comme ça. À l'époque, on disait à quelqu'un comme Isabelle, voilà 2 chardons qui nous emmerdent, trouve-nous comment s'en débarrasser. J'avais discuté avec Robert Barbeau quand j'étais rentré dans son laboratoire. Il m'avait dit que lui, son sujet de thèse qui lui avait été donné par Maxime Lamotte, c'était les lézards de l'Ouest africain. C'est comme ça qu'on faisait la science. Clairement, il y avait des défauts à cette approche, mais il y avait quand même des avantages. Un des avantages était que du coup, les gens étaient forcément obligés d'adopter un point de vue holiste, regarder l'ensemble de tous les organismes qui pouvaient interagir avec les organismes qui faisaient leur sujet, qui est devenu finalement une approche extrêmement moderne. Et en même temps, ça les obligeait d'avoir vraiment les yeux ouverts pour chercher justement les trucs intéressants qui méritaient d'être creusés, approfondis et qui permettraient d'aller plus loin. Donc, comme Pierre-Henri a déjà dit, en fait, pour attaquer les sujets, elle a fait de la biologie des populations à la Harper, donc beaucoup de démographie. Elle était quand même consciente qu'il fallait regarder la génétique, enfin, elle était plus que consciente. Et elle a commencé, donc sa thèse de 1980 à 1982, à faire de l'électrophorèse des protéines. Pour ça, le but de ça, c'est de démontrer que les 2 espèces de chardons qu'on lui avait demandé de regarder étaient vraiment des bonnes espèces. Et elle a regardé ce qui pouvait affecter la biologie des populations de ces espèces, en particulier les ennemis naturels. Donc elle avait déjà trouvé un charançon, Rhinoceros conucus, qui en fait a été utilisé comme agent de lutte biologique contre une autre espèce du même genre aux États-Unis, donc Carduus nutans. Donc elle avait trouvé évidemment dans ces chardons, mais en fait ce qu'elle avait fait là-dessus, c'était regarder les taux d'attaque sur le terrain et elle n'avait pas pu pousser. Donc j'ai parlé d'une approche assez moderne, elle a quand même
fait des expériences où elle a regardé comment la compétition en interaction avec la prédation par des acariens, qui est même facilité les attaques par des escargots, pouvait affecter la biologie des populations de ces chardons. Et puis sans doute le clou de cet aspect-là, au moins en termes de valorisation, ont été ces études sur la rouille Puccinia cardupycnocéphalie. Elle a pu montrer qu'il y avait une spécificité de cette rouille à la plante hôte, c'est-à-dire que ces rouilles attaquaient beaucoup plus l'espèce Pycnocéphalus à l'espèce Tenuiflorus, et qu'en plus, les populations australiennes, donc invasives de Pycnocéphalus, étaient plus sensibles aux attaques de cette rouille que les populations de l'aire d'origine. En fait, donc son job était censé être garder les ennemis naturels vis-à-vis du CCO, les ennemis naturels, et s'est vite rendu compte qu'il y avait des choses très intéressantes à faire, dont Pierre-Henri a déjà parlé, qui touchaient à la biologie de la reproduction de ces espèces, et le lien de dimorphisme des graines, le lien que ça avait avec la dispersion. Et elle a déjà commencé à parler à réfléchir aux métapopulations, mais ça, j'en parlerai pas, puisque mes illustres collègues parleront juste après. Donc, en 1984, elle est rentrée à l'INRA en tant que CRA directement, comme l'a dit Pierre-Henri, et elle a mis les chardons et les charançons des côtés, s'occupant des luzernes et surtout des modèles de métapopulation. Elle est revenue à ça en 1987. 1987, il se passe pas mal de choses. Donc, c'est l'année de la soutenance de sa thèse d'État. Elle vient de recruter une jeune ASC qui est Dominique Hébert, qui démarre sa thèse sur les interactions génotype-milieu, plasticité phénotypique. Ça a été un grand chapitre. L'année d'avant, en 1986, elle avait eu un étudiant en 2A, Patrick Delaguérie, dont le nom s'est prêté à une contrepétrie que certains trouvaient amusante, mais qu'on appelait PAG, ou patron, et qui avait fait un très bon 2A sur l'allocation des ressources, qui était parti faire son service en Afrique et qui allait revenir par la suite pour continuer une thèse sur le même sujet. Et cette année, il y a une cohorte donc à l'époque, on n'avait pas de master, c'était des diplômes d'études approfondies. Donc les 2A d'écologie et évolution un peu particulières qui clairement avaient besoin qu'on s'occupe d'elles. Et l'équipe enseignante de la génétique des populations montrera un intérêt soutenu à cette cohorte. Parmi ces gens-là, donc pendant la cérémonie en décembre, Ophélie avait parlé, je faillis dire Isabelle, avait parlé du fait qu'elle a tiré des chats perdus. Donc parmi ces étudiants-là, Isabelle s'intéressera et entourera de sa bienveillance un jeune étudiant beau, intelligent, aux cheveux longs. Bon, je ne vais pas laisser le suspense s'établir, c'était moi. Donc cet étudiant-là s'intéressait beaucoup aux petits mammifères et son sujet c'était les mécanismes pouvant faciliter la fixation de fusions robertsoniennes, de fusions métacentriques chez ces populations de souris. Et Isabelle a su rapidement me convaincre que toutes ces idées de manip que mon maître de stage de l'époque avait ne tenaient pas debout. Ce qu'il fallait faire, c'était un modèle de génétique de population en regardant les facteurs donc, qui pouvaient faciliter cette probabilité de fixation, la probabilité de fixation de ces fusions, en particulier le rôle d'un fonctionnement en métapopulation et des extinctions locales et des recolonisations. Je me suis donc retrouvé à étudier les fixations de fusion robertsonienne des souris au sein du laboratoire Luzerne de la station des améliorations des plantes
des Linras qui a provoqué un certain nombre d'interrogations dans l'entourage. Bon, tout compte fait, je pense que j'étais plutôt sympa. En tout cas, j'étais très très bien accueilli. Mike, t'es où? Ah, voilà. Donc voilà. Et ça a tellement bien marché que, je ne vais pas dire malgré contre toute attente, mais je me suis retrouvé en position attribuable des bourses que j'ai eu, et donc il fallait trouver un sujet. Donc je ne sais plus pourquoi ce n'était pas possible de faire un thé sur Luzerne, peut-être que je ne voulais pas. Mais en tout cas, Isabelle a eu l'idée d'aller demander aux gens où elle avait fait son propre sujet de thèse, donc au CSIRO. Et ces gens-là nous ont dit, écoutez, nous on a, donc voilà, Isabelle, donc on a un problème qui sont les chardons du genre Onopordum, donc qui s'appellent comme ça parce que selon Pline l'Ancien, les consommations intenses de leurs capitules provoquaient des flatulences intenses, pardon, c'est un P, chez les ânes, aux noces, qui les mangeaient. Donc, c'est des chardons qui peuvent être très très grands. En fait, ça, c'est quand ils poussent sur une terre qui leur plaît, ça, c'est un moyen. Ils peuvent dépasser les 3 mètres, avec plein de capitules qui ont chacun des centaines de graines. Et on peut imaginer facilement que ça peut faire des monocultures des chardons. Et ça posait beaucoup de problèmes aux élevages de moutons parce que ça occupait plus de 1 million d'hectares de pâturage chez eux. Juste noter qu'elle avait de la constance sur la tenue des terrains. Donc, ils cherchaient des ennemis naturels et ils avaient déjà des idées. Des charançons du genre Larunus, qu'Isabelle a rapidement appelé Boubouille. Ils sont sympas, effectivement. Donc, pardon, je dois avoir des photos. Voilà un Larunus cinnare qui est en train de chercher à pondre. Donc, ça fait au moins 1 centimètre. Ces charançons-là pondent leurs œufs entre les bractées, donc à des endroits variables, ça peut être la base ou plus haut, des chardons pendant la floraison. Les œufs se développent à l'intérieur des capitules, les larves sortent et mangent allègrement, ça peut vraiment compromettre la reproduction de ces plantes-là. Ces nymphoses, et l'adulte sort à la fin de la saison. Il va quelque part, on n'a jamais su où, on l'imaginait au sol, par terre, mais en fait, on ne sait pas. Et il va passer l'hiver au sol pour ressortir au printemps d'après, pendant la floraison, et se remettre à faire la même chose. Des bêtes très intéressantes, très sympathiques, c'est des sex-machines. Pendant la bonne saison, ça copule à mort, on trouve des tas de charançons empilés parce que les mâles cherchent des femelles, et donc même s'il y a un autre mâle dedans, c'est le cas de le dire, ils essaient quand même de rentrer, et ils sont bien garnis par rapport à ça. En fait, ils ont des pénis extrêmement chitinisés qui font la longueur de l'abdomen. Belle bête. Je vais accélérer. On a fait plusieurs choses. Donc il y avait 2 espèces des charançons dont le statut n'était pas très clair. Il fallait le clarifier parce qu'un des 2 attaquait les artichauts sauvages, qui sont aussi de la même famille botanique que ces chardons. Donc c'était important pour l'utilisation en lutte biologique de clarifier leur statut taxonomique. On a étudié le taux d'autofécondation d'une de ces plantes pour voir son implication potentielle dans l'évasion de l'Australie. On a fait ce qui était à l'époque le 2e papier qui comparait des structures génétiques de hôtes et des parasites. Et en fait, je pense que c'était le premier qui faisait ça sur les relations entre des plantes et des herbivores. On a pu montrer que chez l'espèce des charançons qui intéressait les plus les Australiens parce qu'elle n'attaquait pas
les artichauts, il n'y avait pas des races d'hôtes, donc ils pouvaient avancer avec ça. Et pendant la thèse, je mentionne juste en passant là, on a fait, on reviendra plus tard, on a fait un modèle d'évolution de choix de l'hôte en collaboration avec Thierry Deméus et François Reynaud, dont Virginie parlera plus longuement. C'est juste pour le placer dans le contexte temporel. Donc voilà, en fait, bon, il y a d'autres trucs dans ma thèse, mais qui n'avaient rien à voir avec les charançons et les chardons, dont j'en parle pas. Et donc après, donc j'ai fini ma thèse je suis tenu le 13 janvier 1992. Et je suis parti en postdoc à Paris, etc. Donc, et pendant cette période, Isabelle a fait une petite pause dans ses occupations sur les charançons et les chardons. Et jusqu'à ce qu'elle rencontre peut-être le deuxième dans l'histoire, Chat perdu, en 1993. Donc elle vient de elle vient de réussir le concours des profs à l'université de Montpellier, et elle rencontre Yvain Dubois qui lui vient de faire toujours le 2A, ça s'appelait toujours comme ça, en une position lui permettant d'obtenir une bourse, mais ne pouvant pas continuer dans le laboratoire où il avait fait son 2A parce qu'il y avait déjà trop de thésards, donc à la recherche d'un sujet de thèse. Et quelque part contre toute attente, alors j'ai dit ça parce que en fait dans son le sujet de recherche spécialisation des charançons chez les plantes hôtes ne figure ni dans son dossier de candidature au DR2 à l'INRA en 91, ce qu'on peut comprendre, ni dans son dossier PR en 93. Donc, contre toute attente, elle va lui proposer les sujets donc, de l'évolution du choix chez l'autre charançon, pas celui que les Australiens ont décidé d'introduire pour faire la lutte biologique. Donc d'ailleurs, en fait, ça, ils l'ont fait et ils s'installaient là-bas. Je ne sais pas s'ils ont moins de chardons depuis, mais bon, c'est un projet qui est allé au bout quelque part. Bref, mais donc sur l'autre charançon qui était moins intéressant pour la lutte biologique, parce que, entre autres, il s'attaquait aux artichauts. Vous remarquez toujours les tenues des terrains. Donc, Yvain Dubois, en train de réfléchir sur sa thèse, en tenant dans la main un artichaut sauvage inversé, tête en bas. Donc, pourquoi c'est intéressant? En fait, donc, l'Arinus cinerea, on le rencontre sur tout le pourtour méditerranéen. Et selon l'endroit, il montre un choix de plantes hôtes différents. Et parfois, c'est très étonnant parce que la plante hôte qu'il préfère ailleurs est localement présente. Ainsi, par exemple, dans la péninsule ibérique, alors qu'il y a des artichauts sauvages et des onopordomes, il n'attaque que les artichauts sauvages. Bon, vers Barcelone, il n'y a que des onopordomes, ce n'est pas intéressant. Au sud de la France, il y a des onopordomes et des artichauts sauvages, il n'attaque que les onopordomes. En Italie, il y a des artichauts sauvages et des onopordomes, il n'attaque que les cinara. En Grèce, il n'attaque que les cinara et pas les onopordomes. Et d'ailleurs, les raisons qui pourraient conduire à ces choix-là peuvent varier d'un endroit à l'autre, puisqu'on sait qu'en Grèce, il y a l'espèce que les Australiens ont introduite, qui, elle, n'attaque qu'onopordomes, et on peut penser qu'il y a un déplacement compétitif. Là, c'est beaucoup moins trivial. Et puis, il y a des endroits très importants au monde, comme la Corse et la Sardaigne, où on ne sait pas très bien ce qui se passe au moment où cette histoire commence. Donc, elle propose plus ou moins ça à Yvain, et Yvain dit « Ok, banco, allons-y ». Et donc, ça commence. Alors, Isabelle va recruter une armée de prospecteurs qui vont parcourir le monde méditerranéen, tout azimut, voilà, pour ramasser des capitules des chardons
afin d'évaluer les taux d'attaque sur les différentes plantes hôtes sur le terrain et de sortir des charançons vivants qu'on va mettre dans l'azote liquide, ce qui était une procédure qui horrifiait Isabelle parce qu'elle était convaincue de les entendre crier au moment où on les plongeait dans l'azote liquide. Et donc ces capitules ils seront mis dans des cartons qui vont aller partout. Donc ça c'est son bureau par exemple, mais bon, tout endroit était bon, indiqué. Donc là, ça c'était 9 rue de la Garenne, avec des charançons en plein des assiettes. Et donc voilà, il y a ça qui va être fait. Et notre grand boulot qui sera fait, ce sont des tests de choix. Donc je vous ai montré les Onopordum. Ça, c'est un artichaut sauvage. Hein. Vous reconnaissez sa petite tête d'artichaut qu'on mangerait bien. Je peux vous dire que c'est piquant, il pique. C'est vraiment atroce. Et quand vous devez aller chercher des charançons au milieu de ça, ça fait très mal. Ces plantes-là, donc les Onopordum, sont ce qu'on appelle actuellement des monocarpiques pérennes, c'est-à-dire avant on appelait ça bisannuels. Eux, c'est des pérennes. Donc pour faire les tests des choix, on s'est dit qu'il faudrait avoir des plantes entières. Et donc pour avoir des plantes entières, il faudrait les déterrer. Et donc Yvain et Isabelle sont partis une première fois en février pour déterrer des Cynara. Et donc ils ont déterré sans trop creuser, ça n'a pas marché. Donc on s'est dit qu'il fallait aller chercher profond la racine pour pouvoir déterrer la plante et la ramener à Montpellier pour l'installer sur place pour pouvoir faire des tests de choix au printemps d'après. Donc je ne sais pas pourquoi les gens parlent de la partie cachée de l'iceberg, mais parce que les artichauts sauvages, c'est quand même bien plus parlant, je trouve. Donc vous voyez une toute petite rosette et voilà ce qu'il y a en dessous. Et donc il a fallu employer les grands moyens pour... heureusement, le CSIRO avait un marteau-piqueur qu'ils ont bien voulu nous prêter. Et ne pensez pas qu'Isabelle était du reste, elle était à fond. On note quand même une évolution dans la tenue de terrain. Et donc après, il a fallu ramener ça en France et le replanter. Donc il a fallu préparer le terrain pour installer des cultures d'artichauts sauvages à côté desquelles on venait poser des Onopordum, heureusement en pot, pour pouvoir faire les tests. Alors j'ai dit on, en fait, on ne voit pas Yvain sur ces photos parce que c'était lui qui les prenait, mais c'est surtout lui qui s'est cassé le dos à faire tout ça. Et donc voilà, après, ça c'est une photo des tests de choix. On mettait des charançons dans des sachets de plus ou moins grande taille. Après, les techniques ont évolué. On est passé sur des trucs en cage, mais qui ont quand même été assez intensifs. Tout ça pour découvrir une situation très intéressante en Sardaigne. Et un tout petit peu en Corse, où enfin on a des charançons qui se trouvent face aux deux espèces de plantes hôtes et qui exploitent les deux. Et donc les tests de choix ont été focalisés, et tout le reste en fait, à partir du moment où Isabelle a trouvé ça, elle s'est focalisée là-dessus. Et donc, vous avez en gris les populations où ils exploitent Onopordum, en noir les populations où ils exploitent Cynara. Et donc, avec les études sur donc tout ça, ça a généré un article. Donc, ça a commencé en 1993. Ça a généré un article qui a été publié en 2008. Il y a eu des tentatives avant, en 1998. J'ai retrouvé sur mon disque dur un fichier qui s'appelait Science, mais je n'ai pas plus de souvenirs de ça. Par contre, on avait formellement soumis à évolution. Les papiers avaient été rejetés. La grande raison, c'était qu'on ne savait pas si les choix qu'on trouvait étaient génétiques ou pas, enfin avaient une déterminante génétique ou pas. Et donc, c'était une des choses qui ont été rajoutées après. J'ai rebondi juste sur un truc que disait Pierre-Henri avant. Qui était qu'elle poussait la logique à fond. Bon, tous ceux qui ont travaillé avec elle
ont expérimenté, ont eu des expériences analogues. Je voudrais juste dire qu'après donc, le rejet du papier 98, etc., je me souviens d'un épisode où, enfin, je peux dire que dans ma vie, j'ai vu de la haine dans les yeux de gens. J'ai vu des cristaux de haine même, et c'était dans les yeux d'Isabelle. Parce qu'une fois, on avait une discussion sur je ne sais plus exactement quoi, en fait, toujours à propos du même article. Et j'ai employé un stratagème. Je savais la thèse qu'elle allait prendre. Et donc, j'ai soutenu la thèse qu'elle allait prendre. Et évidemment, elle m'a dit exactement le contraire. Et donc, ça allait au bout, ça allait au bout, ça allait au bout. Et à la fin, j'ai regardé, je lui ai dit « Merci Isabelle pour tous ces arguments, c'était exactement ce que je pensais dès le début. » Et je peux vous dire, je n'ai jamais retenté ça. Ça a suffi. Donc, le papier lui-même a évolué. Donc, le papier 98 avait 3 auteurs. Donc, comme vous pouvez voir, il y en a eu plus. On ne peut pas dire qu'il ait trouvé son public. Donc, ça date d'hier soir. Et c'est quand même bien dommage parce que c'est un papier très intéressant. Donc, on a trouvé. Alors, il y a des choses sur lesquelles on ne pouvait pas conclure, mais on a quand même trouvé quelques patterns intéressants. Donc, comme je vous ai dit, on a fait des tests de choix, d'où on a tiré des indices de choix des différentes populations, et on a regardé la variabilité génétique de ces populations. Et donc, quand on regarde la différenciation génétique entre populations des charançons à l'échelle de la Sardaigne, on ne trouve aucune indication d'un isolement par la distance. La courbe est plate, en prenant toutes les populations. Mais si on sépare ça en populations qui exploitent la même plante hôte, en populations qui exploitent des plantes différentes, on trouve un pattern très intéressant de l'isolement par la distance classique entre populations exploitant la même plante hôte et ce qui peut ressembler fortement à un renforcement pour les populations qui exploitent des plantes hôtes différentes. C'est-à-dire que pour les populations exploitant des plantes hôtes différentes, elles sont d'autant plus différenciées génétiquement qu'elles sont proches. Alors, ça s'explique en partie par le fait que, par le pattern qu'on peut voir en comparant leurs divergences au niveau de leur choix, où on retrouve on retrouve rien de particulier quand on regarde des populations exploitant la même plante hôte, mais par contre, on retrouve ces patterns de renforcement quand on regarde les populations qui exploitent des plantes hôtes différents, donc leur choix est beaucoup plus différent quand elles sont proches géographiquement que quand elles sont éloignées. Et en fait, en mettant les deux ensemble, en fait, on retrouve une corrélation positive entre la différenciation au niveau du choix et la différenciation au niveau des marqueurs neutres, surtout pour les populations exploitant des plantes hôtes différentes. Il y a d'autres résultats intéressants dans ce papier-là, mais je n'ai pas le temps d'en parler, évidemment. Alors évidemment, est-ce que c'est un bon modèle d'étude? Isabelle n'était pas bête et s'en est vite rendu compte. Et elle a entendu les sirènes acariennes, et elle a dévié là-dessus, tout en restant fidèle au sujet de l'évolution de la spécialisation de l'hôte. J'aimerais bien juste, pour faire la transition au petit modèle, donc il n'était pas spécialisé, il était assez gros parce qu'au départ on avait fait même on avait soumis sous forme de 2 papiers. Donc je vais juste donner la motivation biologique et Virginie vous dira le reste. Donc la motivation biologique venait donc d'un sujet d'étude de Thierry Deméus et François Reynaud qui observaient des copépodes parasites des poissons plats en Méditerranée, donc la barbue et les turbots. Donc chaque poisson plat avait ce qui semblait être une espèce
spécifiques, c'est-à-dire que les Lepidopterus des barbus, on ne les trouvait que sur la barbue, les Lepidopterus des turbos, on ne les trouvait que sur le turbo. On ne voyait pas d'hybride sur le terrain. Mais lorsque on prenait des Lepidopterus de turbo, on les mettait sur une barbue, ils étaient parfaitement capables de se développer. Et quand on faisait des croisements entre copepodes des deux espèces de poissons, ils produisaient des hybrides qui avaient l'air parfaitement viables. Donc pour eux, c'était une grande énigme. Et ils étaient venus nous voir pour voir si un modèle d'évolution des choix de l'hôte ne pouvait pas expliquer cette situation. Donc, pendant que Virginie s'installe, je voulais juste finir par une remarque générale que j'ai écrite parce que j'avais peur de la foirer. Donc, Isabelle, bon, je suis certain que tous ceux qui l'ont côtoyée se sont rendus compte rapidement, était intéressée par la science, au point de donner peut-être l'impression qu'elle ne s'intéressait qu'à ça, qu'à la science. Mais en fait, c'était sa façon de regarder le monde. Pourquoi c'est comme ça, dit. Et s'intéressait à tous les aspects de la biologie évolutive, ce qui pouvait donner l'impression qu'elle papillonnait. Cette impression était un sujet auquel elle réfléchissait et elle avait fini par faire une doctrine, une espèce de principe de méthode de fonctionnement qu'elle finissait par revendiquer et qui était que de faire de la science sans un fil conducteur unique, c'était une très bonne façon de faire de la science. En fait, je ne sais pas si elle était consciente, mais elle avait quelques fils conducteurs très forts, les métapopes, le maintien du polymorphisme en maintien variable, les interactions entre les organismes, les allocations aux ressources, auxquelles elle réfléchissait profondément et constamment. Et ça lui permettait de pouvoir se brancher directement sur des sujets au gré des conversations que pouvait avoir avec des gens. Et une conversation pouvait facilement devenir un projet de recherche, justement parce que sa réflexion avait déjà mûri dans sa tête et était toujours prête à rebondir sur un sujet dans ce cadre. Ça y est, j'ai la forme. Et donc j'espère avoir réussi à illustrer ceci avec les exemples, donc par exemple de mon 2A ou l'évolution des sujets qu'elle avait proposés à Yvan. Donc moi je vais vous parler un petit peu de la suite de cette histoire, parce que je suis arrivée au labo en 99. Et je vais prendre un petit peu de mon point de vue, donc je vais certainement oublier plein d'autres gens qui ont interagi avec Isabelle, mais j'espère que mon expérience vous permettra de voir un petit peu, pour ceux qui la connaissaient moins, ce qu'Isabelle faisait avec ses étudiants. Donc moi j'arrive au labo en 99, aussi un peu en mode chat perdu, parce que je suis tombée amoureuse et que je veux rester à Montpellier. Et donc j'ai plus vraiment de sujets, et elle m'en donne pas vraiment. Elle me dit, il y a une table, un ordinateur là, et j'ai une liste de sujets super chouette. Et donc la liste, en fait, c'est ça, là. Voyons voir. Voilà, c'est ça. En fait, il y avait plein de points sur la liste. Moi, j'avais retenu continuer l'histoire de la spécialisation. Donc, il fallait comprendre l'évolution de la spécialisation des charançons, comprendre la spécialisation Saint-Patrick, rien que ça. Comprendre le renforcement, donc ça aussi, vaste sujet. Et tout ça à base de modèles, de manip. Donc il y avait des idées qui étaient un peu détaillées sur la liste, et c'est juste trop bête que je n'ai pas gardé cette liste, parce que je pense qu'il y a de quoi faire 15 projets de recherche. Au labo, il y avait Yvain, et que je comprends assez rapidement en discutant avec Yvain que les chardons, en fait, ils piquent vraiment très fort, que le terrain il est un peu compliqué, et donc je vais m'orienter vers les modèles. Il y a Mike Singer aussi qui me parle beaucoup de ses papillons, et d'ailleurs on fera un trajet vers Ossois ensemble qui durera 7 heures parce qu'il a les papillons dans la caravane et qu'il faut leur donner à manger régulièrement en trouvant du plantain sur les aires d'autoroute. Voilà, donc du coup ça va être mes modèles, on va dire références. Je veux faire des modèles pour essayer de comprendre la spécialisation chez les Euphydrias edita de Mike et les charançons de Isabelle, Yvain et les autres. Et puis chez Isabelle, il y a les boîtes. Alors ceux qui connaissent un peu le labo connaissent les boîtes, c'est les boîtes à biblio. Donc il y a un mur entier de boîtes jaunes et rouges avec des mots-clés sur les boîtes, et à l'intérieur des boîtes, il y a des tirets à part.
Donc moi, j'attrape la boîte spéciation et ça donnera lieu à peut-être le meilleur papier auquel j'ai participé, qui est avec Marc Kirkpatrick sur la spéciation Saint-Patrick. Et ensuite, il y a une boîte spécialisation avec plein de papiers comme ça. Les papiers historiques, il y a le papier de Leven, 53, il y a aussi une copie de Dempster qui a un peu disparu. Et puis surtout, il y a 10 copies, 10 tirés à part du papier avec Thierry de Méhus, donc, qui est sorti en 93, donc c'est ce modèle dont je vais vous parler. Alors, dans le papier de Méhus et al., la nouveauté, ce que fait Isabelle, c'est qu'en fait, pour comprendre les stades initiaux de la spéciation Saint-Patrick ou de l'évolution de la spécialisation, en fait, c'est l'affaire de deux groupes de traits, des traits d'adaptation locale et des traits de choix d'habitat. Et à ce moment-là, dans la littérature, il y a des modèles d'évolution du choix d'habitat, il y a des modèles d'évolution de l'adaptation locale, mais il n'y a pas vraiment de modèle qui fasse l'évolution conjointe des deux traits. Et ce modèle-là, c'est le premier modèle, en fait, qui intègre les deux traits ensemble. Alors, à l'époque, c'était un modèle de Ginette Despop avec un locus d'adaptation locale, avec grand A qui est mieux dans l'habitat 1 et petit a qui est mieux dans l'habitat 2. Et il y a un locus de choix d'habitat avec des grands B qui vont préférer l'habitat auquel ils sont le mieux adaptés et des petits B qui préfèrent rien du tout, qui vont se répartir normalement. Du coup, déjà à l'époque, Isabelle, en fait, est très consciente avec tous les autres, en gros, il y a deux modèles d'évolution dans les environnements hétérogènes qui se partagent un petit peu toute la littérature théorique. C'est le modèle de Leven qu'on appelle soft selection et le modèle de Dempster qu'on appelle hard selection. Et à l'époque, on ne comprend pas trop bien pourquoi, mais en gros, en soft selection, on s'aperçoit que parce qu'il y a de la régulation locale ou parce que la sélection est avant la régulation, on peut maintenir du polymorphisme, alors que dans le modèle de Dempster, où la régulation à l'échelle des habitats est globale, on ne peut pas. Et donc ce modèle, en fait, il termine sur une note un peu désespérante, c'est-à-dire que ça s'appelle le dilemme hard-soft, je pense que c'est Thierry qui a trouvé cette formulation, c'est-à-dire que le polymorphisme d'adaptation locale, qui est le début de la naissance des races d'hôtes, il peut évoluer facilement que si d'abord il y a du choix d'habitat, donc la préférence pour l'habitat auquel on est le mieux adapté, mais ce choix d'habitat-là, il peut évoluer facilement que si le polymorphisme préexiste. Donc c'est un petit peu compliqué. Et dans les modèles de hard selection, donc ici, alors là on sélectionne facilement le locus de choix d'habitat, enfin les allèles de choix d'habitat, mais on ne voit jamais évoluer le polymorphisme d'adaptation locale. Donc ça fait dire à Thierry que finalement les conditions dans lesquelles on peut voir émerger des races d'hôtes, donc les conditions dans lesquelles les charançons peuvent vraiment exister, eh ben, c'est très très restreint, très rare, et donc moi j'arrive là-dessus. Voilà. À l'époque, en fait, c'est les débuts de la dynamique adaptative. Ulf Dickman vient de sortir son papier dans Nature sur l'origine des espèces par la spéciation Saint-Patrick et ça fait un peu une bombe. On en parle beaucoup en réunion entre étudiants à l'ISEM. Et il y a cette espèce de truc magique où la spéciation Saint-Patrick, qui était un truc compliqué à faire évoluer, là, dans ces modèles-là, elle semble émerger toute seule. Il y a ces belles figures de branching, là, où les populations se différencient en différents morphes, et tout ça a l'air facile. Et donc, moi, je veux faire un modèle multitrait, avec du choix d'habitat, de l'adaptation locale, d'évolution de la spécialisation, et qui profiterait des avantages de la dynamique adaptative. Et là, Isabelle fait un truc qu'on ne fait plus jamais avec nos étudiants de master, Moi, j'étais juste en DEA. Elle m'envoie chez Ulf Dickman à Luxembourg. Elle ne lui a jamais parlé avant, elle ne le connaît pas, elle prend son téléphone, elle dit voilà, j'ai une super étudiante, prends-la une semaine avec toi. Et donc c'est comme ça que j'arrive à démarrer mes modèles. Donc on fait ce modèle. Alors au passage, quand même, je rends hommage à Renaud Vitalis qui était dans le bureau à l'ISEM et qui débuguait régulièrement mes simulations. Et aussi à Yo Iwasa qui était de passage, c'était ça aussi que Isabelle faisait, c'est qu'elle faisait ce petit écosystème autour des étudiants qui faisait que tout se simplifiait. Yo, il a simplement simplifié mes équations. J'étais revenue de l'IASA avec des équations de dynamique de pop super compliquées. Il m'a dit, bon, tout ça, ça ne sert à rien, simple. Et donc, on étudie comme ça comment les chardons, face à un environnement composé de plantes, les deux plantes ayant proposant des paysages adaptatifs différents. Donc, comment les chardons vont devenir soit spécialistes, les charançons, vont devenir soit spécialistes d'une plante, soit généralistes, soit se différencier en plusieurs morphes, donc plusieurs races d'hôtes.
Et en fait, on ne comprend rien. C'est-à-dire qu'à la fin de mon DEA, je soutiens en disant, ben voilà, j'obtiens du polymorphisme alors que normalement, je ne devrais pas. J'étais dans un modèle de hard selection, ça ne marche pas, je ne sais pas ce qui se passe. Et je vous raconterai ça si j'ai droit à une thèse. Et donc, en fait, du coup, je suis en position d'avoir une thèse. J'ai une thèse, j'ai toujours pas de sujet, mais du coup, je continue un peu celui-là avec d'autres choses. Et Isabelle me dit, bah, viens, on va toutes les deux en Autriche, on va voir Ulf Dickmann et on commence à essayer de réfléchir vraiment à ce qui se passe. Et en fait, on s'aperçoit qu'en calant notre modèle sur le cycle de vie des charançons, on est tombé sur autre chose que Leven et Dempster. On est tombé sur ce qu'on a appelé le modèle 3, parce qu'il y en avait deux avant. Et finalement, Isabelle est sûre qu'il y a quelque chose là, on creuse ensemble. Et Ulf fait vraiment pas chaud parce que ça l'intéresse pas beaucoup. Et au terme de 3 jours de débat acharné, elle a réussi quand même à faire écrire un modèle de génétique des populations à Ulf Dickmann, qui est un des tenants de la dynamique adaptative. Et rien que ça, c'était quand même c'était fort. Hop là. Alors du coup, on continue ce modèle et l'idée d'Isabelle, c'est de mettre un maximum d'ingrédients possibles avec tous les traits qui coévoluent ensemble dans le même modèle. Et on y arrive, on a bien vérifié, on a lu les 232 autres modèles d'évolution de la spécialisation et le modèle qu'on a réussi à faire est le seul qui combine autant de caractéristiques d'ingrédients de la spécialisation. Et pour convaincre les gens, ça va prendre quelques années, ce qui fait que ce modèle, en réalité, sortira en 99. Donc, en 2009, pardon, il avait été initié en 99. Donc, un an après l'histoire des charançons. Et du coup, je pense qu'il n'y a que Isabelle et moi, et peut-être Ulf, qui comprenons cette figure, mais nous, on est très contents de ça. On arrive à une sorte de clé de détermination de quelles sont les combinaisons d'ingrédients de la spécialisation en environnement hétérogène, donc qui permettent d'arriver à sélectionner pour un généraliste ou du polymorphisme ou un seul spécialiste. Et donc ça nous permet d'analyser un petit peu rapidement, en fonction des hypothèses qu'on va voir dans d'autres modèles ou qu'on voit au terrain, qu'est-ce qui peut mener à quel outcome évolutif. Donc là, on a des trucs qui sont connus maintenant, la forme des trade-offs, le type de régime de sélection, si le choix d'habitat évolue ou pas, etc. Alors du coup, cette histoire, moi c'est là un petit peu que je l'ai laissée. En 2009, en fait, j'avais eu le temps de finir ma thèse, d'avoir 2 postes, et du coup j'ai un peu lâché ces histoires. Mais au labo, cette histoire, elle a continué. Ça a notamment conduit à penser, est-ce que ces modèles prototypiques de soft et hard selection, ils existent vraiment? En gros, est-ce que la soft selection existe vraiment? Est-ce que ça peut vraiment être une explication du monde? Et donc l'idée, c'était d'amener plus de réalisme dans la dynamique des populations, toujours cette obsession de plus de dynamique des populations dans la génétique des peuples. Et du coup, dans le groupe d'Isabelle, ça a continué au travers de Ophélie notamment et d'une série d'étudiantes, beaucoup d'étudiantes majoritairement, avec des modèles qui sont loin d'être tous publiés, mais qui sont tous très intéressants. Et au-delà du groupe, en fait, parce que pendant toute cette période, de 1999 à 2009, où moi, ma trajectoire a suivi celle d'Isabelle, en fait, c'était la période où elle allait beaucoup aux Pays-Bas, et je l'ai vue concrètement, puisqu'elle m'invitait aussi, discuter avec beaucoup de gens qui faisaient de la dynamique adaptative, et je sais à quel point elle les a influencés. Je pense à Klaus Rüffler, notamment, qui a travaillé là-dessus. L'autre chose importante, c'est que très vite, ces modèles ont généré l'envie de tester les prédictions liées à l'hard et la soft. Est-ce qu'on peut obtenir du polymorphisme en soft selection et pas de polymorphisme en hard selection? Et que ça a traversé différents groupes, notamment à Montpellier, mais pas que. Et donc je pense que notamment Sarah va nous parler un petit peu de ce que ça a donné au labo sur les acariens. Donc si je peux revenir sur les ingrédients de la spécialisation écologique, au départ il y a une idée fixe, les charançons, et leur spécialisation. Il y a beaucoup de gens, et ça je voudrais vraiment insister là-dessus, c'est-à-dire que Isabelle, elle faisait ça, elle créait un écosystème avec plein de gens qui arrivent de diverses origines, elle les fait discuter ensemble, autour ou pas d'un sujet, et sans avoir l'air d'imposer quoi que ce soit, tout le monde à la fin a fait juste ce qu'elle avait envie qu'on fasse. Donc des avions pour connecter tous les gens, il y a les boîtes rouges et jaunes très importantes, et puis Isabelle avec sa patience, la confiance qu'elle donne à des étudiants parfois très jeunes, et l'ouverture qui lui permet de discuter avec des gens qui viennent vraiment d'horizons super différents. Voilà.